Salut bonnes gens. Écoutez, vous savez que je préfère en général ce qui est volatile et que je suis persuadé qu'en réalité, le meilleur savoir que nous puissions partager est celui que vous avez digéré, que vous avez introjeté. Cela dit, j'ai eu un certain nombre de demandes importantes de clarification par rapport au séminaire, qui était en effet un peu touffu. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de faire feu de tout bois, et comme il s'agit d'analyser quelques secondes, les quelques secondes de l'échec, en faisant allusion au biais cognitif largement débattu ailleurs, hein, mais en ajoutant les biais plus compliqués de défense du moi, ça devenait un peu compliqué. Donc je vais essayer de clarifier les étapes. Oui, je disais que les biais cognitifs sont largement débattus. Allez sur les sites des zététiciens, mais ils laissent de côté tout ce qui est de l'ordre du psychisme, de la défense du moi, voire même de la dynamique de groupe. Euh, Peut-être n'ont-ils pas encore bien compris, non, là je plaisante un peu, mais tout de même, que le souci absolu d'avoir un monde rationnel participe de la défense du moi qui voudrait un monde organisé. Mais bon, comme ils se méfient de tout ce qui est psychanalyse, voire même psychologie clinique, ils adorent tout ce qui est comportementalisme, bien évidemment. Ça manque un peu. Donc voilà. Le fil conducteur, je le répète, c'était l'inversion de saint Thomas dans Jean 20, 29. Il est écrit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Oti et oracas, mais cas. Et l'idée, c'est d'inverser et de dire: parce que tu as cru, tu m'as vu. C'est-à-dire que la vision du monde, la perception du monde, elle est téléguidée, comme une gigantesque pareidolie, par des structures psychiques dont l'individu voudrait qu'elles soient équilibrées et que l'économie psychique soit assurée avec le moins de désagréments possible. Voilà. Donc, le schème basique, hein, c'est un, vous avez un projet, alors besoin, envie, désir, obligation, soit éthique, soit institutionnelle, soit une fidélité, soit une dette ou simplement une obligation factuelle. Je ne réexplique pas, ce sont des nuances qui ont hérité quelques heures de précision. J'espère que c'est clair pour vous. Deuxième point, l'analyse. Alors essentiellement, dissonance cognitive, et puis l'arborescence des possibles. Troisième point, le kairos, ou le kime en japonais, c'est-à-dire le passage à l'acte. Et puis quatrième point, le bilan, l'analyse réflexive, et qui mène à un constat: ou bien mon acte est dans la justesse, ou bien on est dans l'échec. Voilà. Alors, chaque étape est le lieu et le temps d'inhibition complexe. Il s'agit de les dénouer. Alors, en amont, alors ça c'est l'idéal, c'est-à-dire qu'on arrive à dénouer les inhibitions en amont du passage à l'acte. Je suis un peu optimiste, hein, voilà. Ou au moins en aval. Donc il faut percevoir l'erreur, percevoir l'aporie, l'analyser, élaborer un nouveau poros en mettant en branle à nouveau une arborescence de possibles. Il faut à nouveau permettre que se produise le kairos. Et ça, c'est un schème qui est itératif jusqu'à la réussite, c'est-à-dire adéquation entre le nouveau réel et le projet ou la modification du projet antérieur. Voilà. Ça, c'est le schéma de base. Euh,
nous allons là maintenant le préciser, parce qu'il est tellement schématique qu'il en devient presque grotesque. Alors, premier point, le projet. Alors, la première réflexion à laquelle je vous ai invité, qui d'ailleurs, souvenez-vous, posait problème, hein. J'ai eu un certain nombre de questionnements et questionnement oral d'abord, questionnement écrit. Euh, Manifestement, on touche là à une problématique complexe, hein. Le premier leurre, c'est le leurre de l'endogénéité. Dans un monde où on dit régulièrement je, personnellement, quant à moi, j'ai envie, etc., 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 il est quasi normal de penser, dans cette espèce de mouvance généralisée des médias et des réseaux sociaux, que le projet est endogène, que la pensée est endogène, que la vie est endogène, que le rebond, on dit souvent je rebondis sur, est endogène. C'est nettement, nettement, nettement discutable. D'abord, alors il y a plusieurs situations possibles. Euh, Vous avez la première hypothèse, c'est d'un schème conscientisé. Le schème conscientisé, là, on est sûr de ce qui se passe. C'est une institution qui est conative. Donc, ordre de mission, définition des tâches, euh, un ordre qui est donné. Alors, à chaque fois, veillez à faire le lien entre ce qui se passe maintenant, à vos âges ou au mien, et ce qui s'est passé dans la petite enfance. C'est-à-dire que cette structuration exogène, mais qu'on a envie d'intérioriser, fait référence et fait écho aux premières années de la vie où l'ordre parental ou l'ordre institutionnel, bon, scolaire, etc., va être ou non intériorisé. Donc se joue là le schème général, on me dit quelque chose, je l'épouse, je l'introjette en général parce qu'il y a un lien affectif, ou je le refuse en général parce qu'il y a un lien affectif. C'est-à-dire que le poids de l'affectif, le poids du pathos, est tellement fort que le logos, manifestement, ne suffit pas. Si tant est, que dans la petite enfance, il puisse être mis en fonctionnement, ce qui reste quand même à démontrer. Deuxième situation, vous avez une décision ou un désir qui est forgé par un faux self. Alors ça, c'est une illusion que l'on trouve régulièrement dans la clinique. Donc la personne, en réalité, croit de bonne foi que c'est son désir, son envie, son besoin, etc., confère plus haut, alors qu'en réalité, elle ne fait que se forger une imago pour complaire au désir supputé d'autrui, c'est-à-dire le désir des parents, et on va le dire en termes psychanalytiques, le désir du phallus. Cela correspond à des personnes qui n'ont pas déniaisé le discours alpha. C'est-à-dire que le discours alpha, c'est, je le rappelle, c'est Bion qui l'a théorisé, c'est un discours rassurant qui organise le monde de manière cohérente et qui protège l'enfant d'une myriade, d'un maelstrom de sensations qui n'arrivent pas à s'organiser en perception, qui elles-mêmes n'arrivent pas à s'organiser en schéma causaux ou en concept opératoire. Voilà. Eh bien, ce faux self va s'imaginer être dans le libre arbitre, être dans la décision mûrement réfléchie, alors même que ce faux self
est un produit opportuniste dans lequel on a eu tendance à s'enquister, au point d'essentialiser le faux self et évidemment d'être dans l'errance. Je rappelle, c'est pas d'un drôle absolu, qu'il y a un pic de suicide à 46 ans dans la plupart des pays et que ça correspond exactement au moment où les gens se disent j'ai joué mon rôle de enfant, conjoint, père, mère, travailleur, citoyen, mais qu'en est-il de mon histoire? Autrement dit, j'ai l'impression d'être passé à côté de mon histoire, et ou bien on arrive à déniaiser la succession des discours alpha et donc d'abandonner le faux self au bénéfice d'un moi qui expérimente des menus ou grands plaisirs, auquel cas on peut vivre, on peut se restructurer, on peut changer sa belle Tanchaung, ou bien alors, eh bien, on se suicide. Soit définitivement, soit en s'anesthésiant, alcool, neuroleptique, antidépresseurs, et éventuellement médias. Hein. Enfin voilà. Troisième situation, le schème est perçu comme endogène, mais il n'est que réactif. C'est-à-dire, on est dans la phase où on veut échapper à un faux self, que l'on perçoit fugitivement. Alors, cela fait écho à l'adolescence et où le moi encore insubstantiel, plus exactement encore téléguidé par un discours alpha présent, va passer par une série d'étapes identificatoires oppositionnelles, réactives, oppositionnelles, vous savez, voir la défense du moi, c'est relativement connu. Donc, en fait, paradoxalement, cette opposition est un système par incestueux. C'est-à-dire que la vision du monde, en fait, n'est pas première, elle est la conséquence d'un désir par incestueux. Je vois le monde autrement, je vois des causalités où je transforme des concomitances en corrélations, des corrélations en causalité, non pas parce que j'ai besoin de cette épistémologie, mais parce que j'ai besoin d'une activité cérébrale ou physique, mais ça n'est pas le sujet ici, qui me démarque de l'instrumentalisation imposée par le discours alpha. Voilà, c'est clair? Sinon, vous mettez en arrière, vous verrez que ça a du sens. Alors, je rappelle que l'inceste focal mène inéluctablement à l'instrumentalisation et la réification, et que les modalités de ces deux mécanismes sont la projection, la compensation et ou l'action souterraine des secrets de famille. Et ça se traduit par une méfiance ou un rejet de l'altérité. Et quand il y a refus, c'est-à-dire quand le système bloque, quand il y a aporie, eh bien, la solution est toute trouvée. On va imputer le projet, on va imputer la décision conative à un grand autre, avec un grand G et un grand A. Et ça permettra, associé à une querulance généralisée, de se débarrasser de l'injonction et de se replier dans une position de plainte permanente et d'une image dont on peut remarquer en plus qu'elle, encore une fois, elle fait écho à des systèmes très enfantins, très archaïques. Je pleure, je me plains pour être consolé par soit une dyade, soit un tiers séparateur. Il y a d'ailleurs une sorte de paradoxe dont on pourrait rire. En fait, on n'en rit pas vraiment. Hein. Les mêmes personnes qui vont critiquer tel ou tel chef d'État, tel ou tel ministre, tel ou tel patron, et dans le même temps vont demander un vrai chef, vont demander
un vrai phallus. C'est-à-dire ils reproduisent une situation archaïque, qui est légitime à 2-3 ans, qui commence à être un peu illégitime à 7-8 ans, l'âge de raison, mais qui, au-dessus de 20 ans, participe d'un délitement des mois. Des mois, D-E-S-M-O-I. Des émois aussi, d'ailleurs, si on veut faire le jeu de mots, qui est très mauvais, excusez-moi. Quatrième point, cet enquistement dans la quérulence, elle n'est pas individuelle seulement. Elle va à la fois alimenter et s'alimenter d'un drama. Alors, je rappelle, et ça fait partie de la gestion du projet, de l'erreur et éventuellement de l'excitation qui en suit. C'est que le drama mime par le schéma de la dopamine, le drama mime le désir et le plaisir. Pour le dire brièvement, on l'a déjà vu, mais bon, passer par le circuit de la dopamine, c'est une manière de ne pas oser affronter l'absence de chemin de l'ocytocine. C'est-à-dire que l'excitation remplace l'amour. L'excitation remplace le plaisir. L'excitation remplace l'intégralité du désir. Et ça fonctionne d'autant plus qu'il y a des systèmes de miroirs déformants à l'infini que sont les médias. On va dire que le café du commerce, jadis, était le lieu où tout le monde pouvait attaquer le grand autre, s'exciter et être à la fois entraîneur de l'équipe de France de foot, président de la République, président du FMI, etc., etc. On pouvait en rire en disant, oui, écoute, au bout de 5 pastis, c'est assez logique. Avec les réseaux sociaux, ça a quasiment force de loi. C'est-à-dire que c'est très difficile d'échapper à l'éthos du drama. Et enfin, dernier point, qui est le plus subtil, parce qu'en plus le moins traité dans la littérature scientifique, c'est la confusion entre le moi et la position imposée par le groupe. C'est-à-dire que, manifestement, nous avons tellement le désir d'être dans le libre arbitre, la liberté, l'individualisme, le moi-je, que nous avons du mal à admettre qu'une partie de nos comportements est dictée par le groupe dont je rappelle qu'il sécrète les mêmes positions. Tout groupe sécrète en son sein les mêmes positions. Et que ces positions sont tellement prégnantes qu'il est difficile de s'en échapper. Donc la situation, mais classique, c'est dans le premier groupe qui nous voit évoluer et qui forge notre manière d'évoluer, c'est-à-dire la famille, puis l'école. La tentation existe de se figer, de s'enquister dans une position sans avoir la capacité de passer de la position à la posture. Nous l'avons largement étudié. Donc on se trouve dans une des 4 positions de base, défense maniaque, hystérique, dépressive et persécutive. Mais il y a le danger d'essentialiser ces positions. Pas seulement la personne, mais le corps social, le groupe va dire tu es timide, tu es agressif, tu es nunuche, tu es leader, tu es, etc., etc., etc. C'est-à-dire que ce qu'on nomme le caractère est en réalité l'enquistement chronicisé dans une position que l'individu n'a pas réussi à transcender en posture choisie. L'idéal étant d'avoir un moi structuré, conscient de ce qu'il est, avec des espaces et des sas de recours et de ressourcement, et qui joue avec sa stratégie et sa tactique des faux selfs acceptés
des postures acceptées qui dès lors deviennent des rôles théâtraux assumés. Je rappelle qu'en latin, personne signifie persona, signifie rôle théâtral, ce qui ne manque pas d'humour, je trouve. Voilà. Ensuite, donc, ce gros bloc sur l'endogénéité ou pas du texte, si vous relisez vos notes de l'année, vous verrez qu'il y a une cohérence relativement. Ça, c'est de la clinique, hein, donc vous le vérifierez facilement. Le deuxième élément que je vais développer est un peu plus sophistiqué, c'est l'inhibition des arborescences. C'est-à-dire, on pourrait se dire, le cortex, enfin les cortex ont une activité neuronale complexe et passent leur temps à forger des arborescences. Certaines sont retenues, certaines sont objectivement refusées et certaines sont inconsciemment refoulées. CF, le test que nous avions fait sur le poème de Baudelaire à une passante, qui en avait choqué plus d'un parmi vous, qui semblait avoir découvert, non sans effroi, cette censure de l'inconscient qui agissait, disiez-vous, comme une sorte de bête étrange, dont nous avons vu que c'était l'outil nécessaire à la protection du psychisme. Hein. Voilà, il faut avoir un filtre protecteur, sinon nous sommes assaillis par des émotions trop fortes. D'où d'ailleurs les problématiques de la sérotistique. Je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, l'inhibition des arborescences, le premier système, c'est l'habitude. L'habitude enquiste la personne dans des schèmes. Ces schèmes, ils sont rassurants au sens quasiment du discours alpha archaïque. Et quand vous proposez une altérité, la réponse du groupe, alors, que ce soit une classe de quatrième ou un séminaire de doctorants, c'est on a toujours fait comme ça. Même des gens réputés chercheurs, réputés pensants, réputés parlants, et qui pour autant eh bien, ont ce système d'enquistement dans une habitude, peut-être par économie, peut-être par une sorte d'économie énergétique. Voilà. Ça peut être une paresse aussi, hein, tout simplement. Le rapport au travail m'interroge, j'en ai déjà touché deux mots. Si quelqu'un veut travailler là-dessus de manière approfondie, ça m'arrangerait bien parce que je reste un peu dans le flou là-dessus. Aussi bien la paresse intellectuelle, la paresse physique, les rééducations ou pas après une maladie ou un accident. Il semblerait que l'on ait besoin d'une induction extrêmement forte, mais en même temps, si on a une induction trop forte, on la rejette parce qu'elle est intrusive. Il y a là un nœud gordien qui est difficile à briser. Et enfin, vous avez les deux schèmes basiques qui participent de l'homéostase. Vous avez la normalisation de la déviance, c'est-à-dire que par manque de vigilance, par manque d'acuité ou de curiosité, on accepte, alors les institutions acceptent, les individus acceptent de plus en plus une déviance. Déviance par rapport à l'action, déviance par rapport à l'analyse, déviance par rapport au protocole initial, déviance par rapport aux réactions d'autrui. Pensez aux violences intraconjugales. Et
on se retrouve avec un modèle de Reason, vous savez, le modèle des tranches de Gruyère, maximalisé, c'est-à-dire que les trous de chaque plaque de Reason sont de plus en plus importants, donc leur alignement en est grandement facilité. Deuxième schème important, l'inversion de la perte, c'est-à-dire l'idée que le changement, même minime, de statut, de performance, de satisfaction, de plaisir, est une blessure. Encore une fois, pensez que cela fait écho à des troubles de l'attachement archaïque. Hein. On le reverra tout à l'heure. C'est manifestement une répétition. Il y a changement, oh mon Dieu, il y a intrusion et blessure. Donc, alors c'est un syllogisme, hein. Donc, évitons le changement, je serai non modifié, plus rien ne bouge. Je vous rappelle quand même que s'il n'y a plus d'entropie, il n'y a plus de modification, et que l'état de la matière sans entropie, c'est le diamant, qui est, ma foi, fort joli, mais c'est ce qu'il y a de plus mort. Plus rien ne bouge. Et son équivalent dans le schéma psychique, c'est la psychose. Dans la psychose, plus rien ne bouge. Puisque, à opposer au monde qui est labile et mouvant, une vision du monde qui est structurée, eh bien, ou bien on est dépressif, ou bien alors, tentation paranoïaque, j'impose mon schéma, et quand le monde ou les autres ne correspondent pas à ce schéma, je résous la dissonance cognitive en éliminant les autres, voire en éliminant le monde. Voilà. Et enfin, sur l'inhibition des arborescences, vous avez un refus de la sérendipité. C'est-à-dire, le refus de la sérendipité, qui est compliqué, mais vous le percevez dans la clinique, quand je pensais aux zététiciens là, quand ils ont une vision du monde qui est extrêmement logique, c'est-à-dire que le monde est mathématisable. To on legetai mathematikos. Voilà. En fait, les Grecs disaient to on legetai geometrikos. Voilà, pas mathématikos. Enfin, peu importe. Ma grille de lecture, elle est mathématique, elle est logique, elle est, entre guillemets, cartésienne. Oui, sauf que régulièrement, vous avez des émergences dans le réel dont on ne perçoit pas tout de suite la logique, soit ou alors en utilisant des systèmes de probabilité, ou alors parce que ça reste l'incongruité majeure. Alors, on s'aperçoit que son propre esprit peut, en passant du coq à l'âne, avoir des trouvailles. C'est la sérendipité. Si ça n'entre pas dans le schéma logique, alors on le refuse. C'est du n'importe quoi. Là, dans l'improvisation musicale en jazz ou en baroque, vous avez des musiciens qui jouent extrêmement bien, mais qui vont se méfier comme de la peste d'une note ou d'un schème mélodique, harmonique, rythmique, qui vient comme un cheveu sur la soupe, disent-ils. Sans voir que c'est la mise en œuvre de la sérendipité, que le cerveau humain, peut-être plus d'ailleurs que les animaux, est capable d'improviser quand le réel a des aspérités. Et que cette improvisation, elle procède rarissimement du logos ou de l'intelligence déductive, inductive
hypothético-déductive, etc., mais qu'elle procède de la sérendipité. Il y a, cela dit, quelque chose d'inquiétant. Ça veut dire que, encore une fois, de même que tout à l'heure, je faisais allusion à l'inconscient comme une sorte de bête qui filtre et qui scotomise et qui censure, de même, on pourrait dire que la sérendipité, c'est une émergence d'un lieu inconnu par une énergie inconnue d'une d'une avancée nouvelle, enfin en tout cas d'une interrogation nouvelle. Ça peut être parfaitement incongru. Alors des cliniciens un peu maniaques vous diraient que ça correspond au choc que l'individu peut subir, en tout cas connaître, lors des premiers émois génitaux. Je ne dis pas encore sexuels. C'est-à-dire, il y a une sorte de surprise, alors soit joyeuse, soit horrifique, si on pense que c'est sale, satanique, etc., etc. Eh bien, on pourrait dire que c'est une hypothèse, hein, que la sérendipité, le refus de la sérendipité participe du même processus. À, 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 à préciser. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est pas inné, hein. C'est-à-dire que si vous avez eu un tiers séparateur qui fait le travail et qui vous apprend une vision du monde qui est joyeuse, qui est peuplée d'impromptu, d'improvisation, parce qu'on pense que l'individu va pouvoir jouir de l'inopiné, voire le modifier. Si vous avez eu un tiers séparateur de ce ordre-là, tout va bien. Si vous avez un tiers séparateur insubstantiel ou absent, si vous n'avez pas eu d'adultes référents, alors parents, enseignants, animateurs, etc., etc., eh bien vous allez vous trimballer une vision du monde revêche et tout ce qui sort du sillon, l'ira en latin, d'où le mot délirer, va être considéré comme absolument irrecevable. Et là, il va y avoir impossibilité d'imaginer des arborescences utopiques, uchroniques, dystopiques, voire impossibles, mais nécessaires tout de même à l'esprit pour travailler la branche d'arborescence que l'on va mettre en œuvre. Voilà. C'est relativement cohérent. Deuxième grande partie, donc là c'était le projet et maintenant c'est le protocole. Alors, on a séparé en deux lors du séminaire, je reprends cette dichotomie. Alors, le protocole, c'est le projet a été pensé et ou accepté. La deuxième phase, c'est comment le mettre en œuvre. Alors, je mets protocole, ça pourrait être dispositif, ça pourrait être schéma, ça pourrait être mode d'emploi, vademecum, enfin, prenez ce que vous voulez, peu importe. Alors, premier point, ben, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une problématique pour savoir si le protocole est endogène ou exogène. Et on va retrouver le même type d'analyse que tout à l'heure, avec un schème qui est conscientisé par l'apprentissage. Alors, si c'est conscientisé, l'apprentissage, c'est la répétition, c'est le travail, jusqu'à ce que ce soit en mémoire procédurale. Vous remarquez, dans la mémoire procédurale, on va s'en servir dans le Kairos tout à l'heure, le cortex ne fonctionne plus. C'est une manière économique. Il y a une économie psychique dans une activité qui est liée à la mémoire procédurale. En mémoire procédurale, corporelle, intellectuelle, psychosociale, etc. Ça veut dire que la méthode a été tellement introjetée, le protocole a été tellement introjeté, qu'il en devient quasi mécanique. C'est le principe de l'entraînement. Vous voulez faire un nœud de chaise, il faut en faire des centaines. Vous voulez jouer du piano, vous voulez
forger une aile de voiture ancienne en étant carrossier, bah, il vous faut du temps. Alors on dit 10 000 heures, pour, quelle que soit la performance, je ne sais pas, mais il faut du temps. Ce qui d'ailleurs rend le travail impossible si on accepte que les durées courtes. Hein. Il y a sur mon site, il doit y avoir un séminaire sur la tyrannie de l'instant qui développe cette problématique. On l'a peu abordée cette année, mais quand même elle est présente. Alors, attention, même dans l'apprentissage de type procédural, il y a une incidence de l'affectif. C'est-à-dire que vous avez un système double, vous avez modélisation à un paradigme, enfin à un mentor paradigmatique, lié à l'action des neurones miroirs, mais c'est favorisé et largement par l'ocytocine et la dopamine. C'est-à-dire que vous avez une problématique de la subordination, de la dette et du dégagement. On ne peut pas s'en passer. Donc le schéma 1, j'ai un paradigme dont la présence me provoque une montée d'ocytocine et de dopamine. 2, du coup, le travail est facilité, la répétition est facilitée, etc. Mais cela implique un dégagement et donc problématique de dette. Tuer le père, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Et quand vous êtes dans la phase où vous voulez tuer le protocole, ce n'est pas le protocole que vous voulez tuer, c'est le phallus, c'est-à-dire le père, l'ex-mentor, dont vous voulez être indépendant, et vous en concluez, si j'utilise sa méthode, alors je suis dans la dépendance, alors je reproduis une réification, instrumentalisation, donc il faut, pour exister, que je m'en détache. Alors, c'est compliqué, parce que au départ, l'idée